Bonjour François-Xavier Giquel. Bonjour Adèle Rosner. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois ce matin. De quoi nous parlez-vous ce matin? De la Syrie. Alors accrochez-vous, on va parler droit constitutionnel syrien ce matin, parce qu'en effet, tous les regards sont actuellement tournés vers la Syrie. Alors en ce moment, d'actualité internationale, on ne sait plus où donner de la tête entre le Club Med de Gaza, la guerre en Ukraine et les événements en Syrie. C'est sûr. Voilà, les groupes djihadistes qui viennent de massacrer plus d'1 millier de civils alaouites, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dernièrement, mais c'est pas forcément ce dont on va parler ce matin, puisque ça a déjà été abondamment commenté. Mais il y a une nouvelle qui est passée inaperçue, c'est la semaine dernière, jeudi en l'occurrence, l'officialisation d'un texte à valeur constitutionnelle pour la Syrie. Et quelle est donc la situation sur place depuis la chute du régime d'Assad, notamment vis-à-vis de ce texte constitutionnel? Alors je reviens moi-même tout juste de Syrie, et comme après tout renversement de régime, il y a une chose qui saute aux yeux, le nouveau drapeau vert, blanc et noir est partout. Alors partout sauf sur le patriarcat grec orthodoxe, puisqu'en effet le patriarche Jean X a, dès la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre, émis des réserves sur cet emballement vexillologique. Si les Syriens ont globalement accueilli avec espoir la fin de 50 années de règne des Assad, beaucoup d'inquiétudes demeurent, notamment sur la place des minorités dans la nouvelle Syrie. Il faut bien comprendre les enjeux du nouveau régime de Damas. Après l'Afghanistan, la Bosnie, l'Irak, la Somalie, le Yémen, la Syrie devient dès 2011 la nouvelle terre promise du djihad. Des combattants arrivent du monde entier, et particulièrement du Maghreb, d'Europe de l'Ouest, Cocorico, ou encore d'Asie centrale. Durant 13 années, ils vont faire tous les sacrifices pour faire triompher la charia et créer un nouveau califat. Donc, après la victoire de Bachar el-Assad en 2017, ces derniers seront parqués à Idlib durant 6 années sous le contrôle d'Al-Qaïda. Profitant de l'affaiblissement du soutien russe dû à l'Ukraine ou encore de l'affaiblissement du Hezbollah lié à la guerre au Liban, ces derniers obtiennent enfin une victoire militaire le 8 décembre 2024. Cependant, la situation est explosive. Le chef djihadiste reconditionné Abu Mohamed al-Jolani prend les rênes du pays et essaie de donner des gages aux Occidentaux afin d'asseoir son pouvoir et obtenir la levée des sanctions. Mais sa base, en revanche, reste ultra radicale et ronge son frein dans l'expectative d'un régime religieux. Oui. Et est-ce que cette ébauche de constitution donc peut réellement assurer une reconstruction sereine au pays? Alors que la communauté internationale regarde avec horreur les massacres de l'attaqué, tout en s'étonnant que les djihadistes djihadisent, jeudi Mhm. dernier, le président intérimaire Ahmad al-Shara, donc le fameux Jolani dont on parlait juste avant, a donc signé une déclaration constitutionnelle ayant valeur de norme suprême pour la Syrie. Ce document tant attendu est à la fois très inspiré par la constitution de 1950, mais également une réaction vive aux excès du précédent régime. En effet, ce texte s'axe notamment sur une séparation stricte des pouvoirs, ainsi qu'à des prérogatives renforcées pour le Parlement. C'est pas difficile, puisqu'avant, le Parlement n'avait qu'un rôle de mise en application des règles édictées par le président. Et ce Parlement qui peut d'un côté destituer le président, mais de l'autre qui est nommé par un tiers, par le président lui-même. Donc au final, l'absence de mécanisme d'équilibre et de contrôle concentre tout de même une grande partie des pouvoirs entre les mains du président euh, Al-Shara. Et donc les Syriens vont pouvoir voter librement pour la première fois depuis 50 ans. Alors, ne nous emballons pas, à l'heure actuelle, rien ne garantit ni les élections ni leur bon déroulement. Cependant, la période de transition est officiellement fixée à 5 ans, ce qui peut paraître extrêmement long. Mhm. Ces élections législatives à venir seraient donc un premier gage de démocratie et de représentativité. Néanmoins, seuls les partis d'ambition nationale pourront se présenter, ce qui exclut de facto les partis confessionnels ou ethniques, notamment chrétiens, kurdes, druzes, alaouites, etc. Globalement, c'est une bonne nouvelle, alors que l'on redoutait un système de gouvernance par conseil islamique de Shura, comme c'était le cas à Idlib ces dernières années. En réalité, la Syrie reste aujourd'hui très divisée. Les Alaouites sont encore sous le choc des exactions récentes. Les Druzes, extrêmement méfiants, se barricadent dans leurs villes et villages. Les Kurdes, bien qu'officiellement réconciliés avec Damas, se disent mécontents du manque de concertation nationale sur le nouveau texte constitutionnel. Et la future commission de justice transitionnelle laisse planer la crainte d'une épuration. Des centaines d'arrestations ont déjà eu lieu dans plusieurs villes du pays à l'encontre de Syriens ayant pris les armes pour protéger leurs familles des djihadistes sanguinaires durant les guerres civiles. Et dans ces conditions, peut-on espérer de vraies avancées juridiques et sociales pour la Syrie? Alors d'un côté, le régime se veut rassurant. La liberté d'expression est érigée en norme fondamentale, les droits des femmes et des minorités sont sanctuarisés, ainsi que la liberté de culte pour toutes les composantes de la Syrie,
sauf au motif de sûreté d'État. Cependant, l'islam est évidemment le ciment du nouveau régime. Le président de la République arabe syrienne doit être de confession musulmane, et même si la norme érige en principe l'indépendance de la justice, la jurisprudence islamique est reconnue comme source principale de la législation. Avant, c'était une source de la législation, c'en est désormais la source principale. Et c'est ce dernier point qui fait grincer les dents chez les minorités religieuses, qui s'imaginent mal pouvoir pratiquer leur foi sans entrave dans les strictes limites de la charia. Et quelques jours après les terribles massacres de Latakia, cette avancée juridique, est-ce qu'elle peut rassurer la communauté internationale ? Alors Ahmad al-Shara a profité de la présence du ministre des Affaires étrangères turc pour signer ce document rédigé en seulement 15 jours par un comité d'experts dont certains fameux constitutionnalistes turcs. La Sublime Porte s'est d'ailleurs réjouie de l'orientation de cette constitution, alliant organisation temporelle des institutions et affirmation spirituelle. Geir Peterson, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, a lui aussi exprimé sa satisfaction et a assuré le régime du soutien de la communauté internationale pour mettre effectivement en application ce texte afin d'engager un redressement durable pour la Syrie. En effet, alors que le monde entier a noté l'incapacité de HTS à maîtriser ses alliés les plus radicaux et à empêcher les exactions envers la population alawite, la question de la transposition de ces belles promesses en actes sur tout le territoire et pour tous les Syriens reste encore une inquiétude. Les Européens, eux, pour leur part, ont légèrement freiné leur rapprochement avec Damas depuis ces terribles massacres, mais rien ne semble pouvoir empêcher la levée progressive des sanctions, alors qu'Ursula von der Leyen a annoncé vouloir investir 2,5 milliards d'euros d'aide européenne sur 2 ans pour le redressement de la Syrie. Il ne nous reste donc plus qu'à espérer que les djihadistes fassent effectivement barrage aux terroristes, ou inversement, on ne sait plus trop, et que cette situation sur les rives de notre espace méditerranéen apporte une paix durable et un véritable redressement économique à la Syrie. Merci beaucoup François-Xavier Giquel pour cette chronique. Je rappelle que cette chronique est en partenariat avec l'association SOS Chrétiens d'Orient. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, bonne journée à tous les auditeurs de Radio Courtoisie.